La cloche de Saint-Roch sonne minuit et l'église est déserte. Julien, prêtre de 28 ans, entend des pas résonner sur la pierre froide. Une ombre s'agenouille dans le confessionnal. Une voix grave murmure « Bénissez-moi, mon père, j'ai péché. Je cache qui je suis. » Ces mots, comme un éclair, fissurent le calme de Julien. Qui est cet homme? Et pourquoi son aveu fait-il trembler le cœur du jeune prêtre, lié par ses vœux? Julien ajuste sa posture, les doigts serrés sur le chapelet dans sa poche. 3 ans qu'il guide ce petit village de Saint-Roch, un coin perdu où les journées s'écoulent entre messes, catéchismes et visites aux malades. Sa vie est une horloge bien réglée, chaque heure dédiée à son sacerdoce. Pourtant, ce soir, l'air semble lourd, chargé d'une tension qu'il ne comprend pas encore. « Que la paix du Seigneur soit avec vous, mon fils, » répond-il, la voix posée, mais le pouls accéléré. « Quel est votre péché ?» L'homme, de l'autre côté de la grille, hésite. « J'ai vécu une double vie, mon père. À Liancourt, j'ai aimé en secret, loin des regards. Mais ici, à Saint-Roch, je dois redevenir celui que le village attend. » Sa voix, basse et précise, trahit une douleur contenue. Julien sent une chaleur inattendue monter dans sa poitrine. Il connaît ce genre de confession. Dette, querelle, petit mensonge. Mais celle-ci est différente, plus brute, comme un miroir tendu vers ses propres doutes enfouis. « Précisez, » demande Julien, cherchant à garder le contrôle. L'inconnu soupire. « Je suis Antoine. Je suis revenu après 10 ans. À Liancourt, j'étais libre d'aimer un homme. Mais ici, je dois taire cette vérité. C'est un poids, mon père. Et je ne sais pas si c'est un péché ou une nécessité. » Le mot « homme » résonne dans le silence. Julien ferme les yeux un instant, frappé par un souvenir. À 17 ans, il avait confessé son attirance pour un camarade, Rémi, à un prêtre. La réponse, froide, l'avait marqué. « Repens-toi, ou tu perdras tout. » Depuis, il avait étouffé ses pensées, choisissant la soutane comme rempart. « Le Seigneur voit la sincérité, » murmure Julien, presque machinalement. Un pas vers la vérité est un pas vers lui. Mais ces mots sonnent creux. Antoine, immobile, ajoute « Merci mon père, je veux aider le village. Peut-être réparer l'église ?» Julien, troublé, accepte sans réfléchir. « Venez dimanche après la messe, » dit-il, espérant que l'action dissipera cette étrange tension. Le lendemain, Julien consulte le registre communal. Antoine Solaire, 30 ans, fils d'une vieille famille de vignerons, parti à Liancourt pour le commerce du vin. Les anciens du village chuchotent « Il a fait fortune, mais pourquoi revenir ?» Julien referme le registre, le cœur battant. Il se surprend à attendre dimanche avec une impatience qu'il n'ose nommer. Dimanche, après la messe, Antoine arrive, manches retroussées, prêt à aider. Ils montent ensemble sur l'échafaudage du clocher, où des tuiles menacent de tomber. Leurs gestes sont coordonnés, mais chaque échange, un regard, un mot, semble chargé d'électricité. Antoine parle de Liancourt, de ses campagnes de vin, de nuits passées à cacher son amour pour un homme qu'il a quitté par peur du scandale. « Là-bas, j'étais moi. Ici, je ne sais plus, » avoue-t-il, posant un marteau. Julien, tenant une tuile, sent ses mains trembler. Il veut répondre, mais une vieille peur le paralyse, celle de Rémi, de ses mots cruels, du rejet. Soudain, une tuile glisse, frôlant l'épaule d'Antoine. Julien le retient d'instinct. Leurs doigts se frôlent. Le contact est bref, mais il brûle. « Pardon » balbutie Julien, reculant. Antoine sourit, un sourire triste. « Pas besoin de vous excuser, mon père. Parfois, un geste dit plus que des prières.
Il descend, laissant Julien seul face au vent. Le prêtre s'agenouille, murmure une prière, mais les mots se perdent. Une question le hante. Pourquoi cet homme, cet inconnu, réveille-t-il une part de lui qu'il croyait morte? Le soir, dans sa chambre, Julien ouvre son journal. Il écrit « Aujourd'hui, j'ai senti mon vœu vaciller. Antoine parle de vérité, mais la mienne est enfouie. Suis-je prêtre ou hypocrite ?» Les lignes tremblent sous sa plume. À l'église, les cloches sonnent, comme un rappel de son devoir. Mais dans le silence, une autre voix s'élève, celle d'un désir qu'il ne peut plus ignorer. Il sait que la prochaine confession d'Antoine risque de tout changer. Julien gravit les marches de l'église, le cœur lourd, alors que les cloches de Saint-Roch annoncent la messe dominicale. Depuis la confession d'Antoine, une semaine plus tôt, chaque instant semble tendu comme une corde prête à rompre. Les mots de l'homme résonnent encore. J'ai aimé un homme. Mais ici, je dois taire cette vérité. Julien, 28 ans, prêtre dévoué, sent une fissure s'élargir en lui, entre son vœu de chasteté et un trouble qu'il refuse de nommer. Antoine revient ce matin-là, agenouillé dans le confessionnal. Sa voix, toujours grave, tremble légèrement. « Mon père, j'ai péché par omission. À Liancourt, mon partenaire m'a quitté, craignant le jugement. Je suis revenu à Saint-Roch pour fuir, mais je me sens encore plus prisonnier. » Julien, derrière la grille, serre les poings. Il veut rester impartial, mais les paroles d'Antoine ravivent un souvenir douloureux. Rémi, son ami d'enfance, qu'il avait repoussé à 17 ans, après un aveu maladroit. « Fuis ce péché, Julien, ou tu seras damné », avait dit Rémi. Ces mots, comme une lame, avaient poussé Julien vers le séminaire. « Le Seigneur pardonne à ceux qui cherchent la lumière », répond Julien, la gorge nouée. Mais la vérité demande du courage. Antoine murmure « Et si la vérité me détruit ?» Le silence qui suit est pesant. Julien, incapable de trouver une réponse, impose une pénitence légère et referme le confessionnal. Pourtant, l'écho de cette question le suit jusqu'à la sacristie. L'après-midi, Antoine aide à nouveau avec les travaux du clocher. Il fixe des ardoises, leurs gestes synchronisés, mais prudents. Antoine parle, presque à voix basse, de sa vie à Liancourt. Les soirées secrètes, les regards furtifs, la peur constante d'être découvert. J'ai cru qu'ici, je pourrais être simplement le fils solaire. Mais le village a des yeux partout, dit-il, posant un outil. Julien, un instant distrait, sent son regard s'attarder sur les mains d'Antoine, calleuses, mais agiles. Il se reprend, troublé, et marmonne une excuse pour redescendre. Le lendemain, une lettre arrive, cachetée d'un timbre ancien. Julien reconnaît l'écriture de Rémi, son vieil ami, désormais commerçant, à Amiens. « J'ai entendu parler d'un étranger à Saint-Roch, » écrit-il. « Prends garde, Julien. Ta place est avec Dieu, pas dans les ragots. » La mise en garde, voilée mais claire, ravive la honte d'autrefois. Julien froisse le papier, mais la peur s'installe. Et si le village voyait ce qu'il cache à peine? Les murmures commencent. La boulangère, après la messe, glisse à Julien « Cet Antoine passe trop de temps avec vous, mon père. » Les gens parlent. Julien incline la tête, feignant le calme, mais son pouls s'accélère. Le soir, il ouvre son journal et griffonne. « Pourquoi ai-je peur qu'on voie en moi ce que je refuse d'admettre? Antoine est un miroir, et je ne supporte pas mon reflet. » Il referme le carnet, mais le sommeil ne vient pas. Le dimanche suivant, Antoine est là, au fond de l'église, pendant l'homélie. Julien, en chair, parle de compassion, mais ses mots vacillent quand leurs regards se croisent. Après la messe, Antoine s'approche.
Mon père? Puis-je encore aider? Julien hésite, puis acquiesce. Ils travaillent, côte à côte, mais l'air est chargé d'une tension nouvelle. En rangeant les outils, leurs doigts s'effleurent. Julien recule, comme brûlé. « Je dois y aller, » dit-il, fuyant vers la sacristie. Cette nuit-là, seul, Julien s'agenouille, devant une icône. Il prie pour la force, mais une image s'impose. Antoine, son sourire triste, sa voix confessant une vérité que Julien n'ose pas affronter. Il écrit dans son journal « Si je suis prêtre, pourquoi mon cœur bat-il comme celui d'un homme ordinaire ?» Les cloches sonnent, mais elles ne couvrent pas le tumulte en lui. Une tempête approche, et Julien sait qu'elle ne viendra pas du ciel. Julien referme le missel, le cœur battant à tout rompre. Les cloches de Saint-Roch annoncent la messe dominicale, mais l'air semble chargé d'un orage imminent. Depuis les confessions d'Antoine et leur proximité grandissante, Julien, 28 ans, lutte pour maintenir l'équilibre entre son sacerdoce et le trouble qui grandit en lui. Chaque regard échangé avec Antoine, chaque mot partagé, creuse un abîme où sa foi et ses désirs s'affrontent. Ce matin, Antoine s'agenouille à nouveau dans le confessionnal. Sa voix, rauque d'émotion, brise le silence. « Mon père, j'ai péché par lâcheté. À Liancourt, mon ami m'a trahi, révélant notre lien à un collègue. J'ai fui à Saint-Roch, mais je ne peux plus me cacher. » Julien, derrière la grille, sent une vieille blessure se rouvrir. Rémi, son ami d'enfance, l'avait rejeté après un aveu similaire. La vérité est un fardeau, Antoine, mais elle libère, murmure-t-il, les mots pesants comme du plomb. Antoine hésite, puis ajoute « Et si cette vérité me vaut la haine du village ?» Julien n'a pas de réponse. Après la messe, la tension éclate. Pierre, un fermier influent, interrompt l'homélie, sa voix tonnant dans l'église. Ce prêtre et l'étranger déshonorent notre village. Les fidèles se figent. Certains hochent la tête, d'autres baissent les yeux. Julien, pétrifié, tente de répondre, mais Antoine se lève. « Je suis homosexuel, » déclare-t-il, droit et calme. « Si c'est un crime pour vous, jugez-moi, pas lui. » Un murmure parcourt la nef. Julien, le souffle court, impose le silence d'un geste. « Cette église est un lieu de paix, » dit-il, mais sa voix tremble. Le soir, une lettre arrive du diocèse. L'évêque, informé des rumeurs, ordonne à Julien de cesser tout contact avec Antoine, sous peine de suspension. « Votre ministère est en jeu », conclut le message. Julien, seul dans sa chambre, relit la lettre, puis ouvre son journal. « Ils veulent que je renie Antoine, mais c'est moi que je trahis en me taisant, » écrit-il. La peur le tenaille. Perdre sa vocation, ou perdre une vérité qu'il commence à reconnaître. Antoine, de son côté, affronte un autre coup. Il reçoit un message d'un ami de Liancourt, confessant avoir divulgué son secret à Pierre par jalousie. « Je ne pouvais pas supporter ton départ, » écrit-il. Antoine, blessé, partage cette trahison avec Julien lors d'une rencontre furtive près de l'église. « Pourquoi est-ce si dur d'être soi ?» demande-t-il, les poings serrés. Julien, incapable de répondre, sent une chaleur interdite monter en lui. Leurs regards se croisent, et pour un instant, le monde s'arrête. Mais Julien recule. « Je ne peux pas, » murmure-t-il, fuyant dans la nuit. Le lendemain, les murmures du village s'intensifient. La boulangère refuse de servir Antoine, prétextant des valeurs. Des enfants jettent des regards curieux. Leurs parents les éloignent. Julien, en visite chez une paroissienne malade, entend les mêmes reproches. « Mon père, soyez prudent. Le village parle.
Il incline la tête, mais son estomac se noue. Dans son journal, il griffonne. Je prêche l'amour, mais je crains le mien. Suis-je un lâche? Le soir, Antoine frappe à la porte du presbytère. Je pars, Julien, dit-il, la voix brisée. Ce village n'est pas prêt, et je ne veux pas te détruire. Julien, bouleversé, veut le retenir, mais les mots lui manquent. Attends, balbutie-t-il enfin. Si tu pars, je perds plus qu'un ami. Antoine s'arrête, leurs mains s'effleurent. Le contact est électrique, mais Julien recule encore, déchiré. Donne-moi du temps, supplie-t-il. Antoine hoche la tête et s'éloigne dans l'ombre. Julien s'agenouille, priant pour une clarté qui ne vient pas. Les cloches sonnent, mais leur écho semble moqueur. Il sait que la prochaine étape exigera un choix, son sacerdoce ou sa vérité. Et ce choix, il le redoute plus que jamais. Julien referme la porte du presbytère, le cœur serré comme une corde prête à céder. Les cloches de Saint-Roch viennent de sonner l'Angélus, mais leur écho ne l'apaise plus. Depuis l'éclat de Pierre, lors de la messe et la déclaration d'Antoine, le village est divisé. Les murmures empoisonnent l'air. Et l'ordre de l'évêque, cesser tout contact avec Antoine sous peine de suspension, pèse sur Julien comme une sentence. À 28 ans, le jeune prêtre sent son sacerdoce vaciller face à une vérité qu'il ne peut plus nier. Antoine, lui, lutte aussi. Après la trahison de son ami de Liancourt, qui a révélé son secret à Pierre, il évite les regards hostiles du village. Ce matin, il croise Julien près de l'église, où il trie des dons pour les pauvres. « Je ne peux pas rester », murmure Antoine, les yeux baissés. Chaque jour, ici, me rappelle que je suis un intrus. Julien, posant une caisse, sent une douleur aiguë. « Et moi, que suis-je si tu pars ?» demande-t-il, la voix tremblante. Antoine s'arrête, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il s'éloigne, laissant Julien seul face à son dilemme. Le lendemain, une lettre de Rémi, l'ami d'enfance de Julien, arrive. « Tu joues avec le feu », écrit-il. « Un prêtre ne peut pas s'égarer ainsi. Repens-toi. » Ces mots ravivent la blessure de ses 17 ans, quand Rémi l'avait rejeté après son aveu. Julien froisse la lettre, mais la honte le ronge. Il ouvre son journal et écrit « Je prêche la miséricorde, mais je me juge sans pitié. Antoine est-il mon péché ou ma vérité ?» La plume tremble et les lignes s'embrouillent. Lors de la messe suivante, les bancs sont à moitié vides. Certains paroissiens, influencés par Pierre, boycottent. Une vieille femme, après la communion, glisse à Julien. « Mon père, ne laissez pas les ragots vous briser. » Ces mots, rares mais sincères, lui donnent un souffle d'espoir. Pourtant, le soir, un appel du diocèse le ramène à la réalité. L'évêque exige un entretien à Amiens. « Soyez prêt à répondre de vos actes », dit la voix froide au téléphone. Julien raccroche, le cœur glacé. Il décide de tout dire. Dans le bureau de l'évêque, face à un crucifix imposant, Julien parle. « J'aime Antoine », avoue-t-il, les mots lourds mais libérateurs. « Je ne peux plus mentir, ni à Dieu, ni à moi-même. Je demande à être relevé de mes vœux. » L'évêque, silencieux, hoche la tête. « Votre sincérité est rare, Julien, mais ce choix vous coûtera votre ministère. Rentrez, réfléchissez encore. » Julien acquiesce, mais sa décision est prise. De retour à Saint-Roch, il apprend qu'Antoine a quitté le village. Une note, glissée sous sa porte, dit « Je pars pour ne pas te détruire. Pardonne-moi. » La douleur frappe Julien comme un coup. Il s'agenouille, prie, mais aucune prière ne comble le vide. Dans son journal, il note « J'ai choisi la vérité, mais elle m'a laissé seul. Ai-je tout perdu ?
Les cloches sonnent, mais elles semblent distantes, comme si Dieu lui-même s'était retiré. Le lendemain, Pierre, le fermier, croise Julien au marché. « Vous avez sali l'église » lance-t-il, attirant les regards. Mais une voisine, Madame Dubois, s'interpose. « C'est vous qui divisez, Pierre. Laissez-le en paix. » D'autres hochent la tête, et Pierre, isolé, s'éloigne. Ce soutien inattendu ranime Julien. Il comprend que sa vérité, même imparfaite, trouve un écho. Seul, il marche jusqu'au vieux chêne derrière l'église, où il avait parlé avec Antoine. Il s'assied, relit son journal. Chaque page témoigne de son combat. La peur du rejet, le poids des vœux, l'élan vers Antoine. « Être moi-même est un risque, écrit-il, mais c'est le seul chemin. » Il ferme le carnet, déterminé. Antoine est parti, mais Julien choisit de croire en un avenir où la vérité ne sera plus un fardeau. Julien pose son sac dans la poussière de Marseille, 1 an après avoir quitté Saint-Roch. À 29 ans, il n'est plus prêtre, mais un bénévole dans une ONG, soignant des réfugiés sous le soleil brûlant. La soutane a cédé la place à une liberté fragile, conquise au prix de son ministère. Depuis son aveu à l'évêque et le départ d'Antoine, Julien a appris à vivre avec ses doutes, notant chaque soir dans son journal. La vérité est un chemin, pas une destination. À Saint-Roch, les échos des rumeurs se sont estompés. Pierre, le fermier qui l'avait accusé, a perdu l'estime du village après ses éclats. Madame Dubois et d'autres paroissiens ont continué d'envoyer des lettres, simples mais sincères. « Vous nous manquez, Julien. » Ces mots, comme des braises, rallument son espoir. Pourtant, l'absence d'Antoine reste une plaie ouverte. Sa note « Je pars pour ne pas te détruire » hante encore Julien. Un matin, alors qu'il trie des médicaments dans un dispensaire, une voix familière l'interrompt. « Julien ?» Antoine se tient là, tenant une caisse de fourniture, les yeux brillants d'émotion. « Je livre pour l'ONG. Je ne pouvais pas ne pas te voir. » Julien, figé, sent son cœur s'emballer. Il s'assoit sur le toit du dispensaire, partageant un thé sous les étoiles. Antoine raconte son année. Il a repris le domaine familial à Saint-Roch, affrontant les regards, gagnant peu à peu le respect de quelques villageois. « Mais toi, tu me manquais, avoue-t-il. » Julien baisse les yeux. « J'ai demandé à être laïcisé. L'évêque m'a écrit « Si l'amour est sincère, il n'est pas un péché. Je veux vivre sans cacher qui je suis. » Antoine, hésitant, pose une question. « Et nous? Y a-t-il un nous ?» Julien sourit, fragile, mais résolu. « Oui, si nous choisissons la clarté. » Pas de secret, pas de honte. Ils se prennent la main, un geste simple, mais lourd de promesses. De retour à Saint-Roch, Julien découvre un village changé. Lors d'une fête paroissiale, Madame Dubois l'accueille avec un sourire. « Vous n'êtes plus notre prêtre, mais vous êtes des nôtres. » Quelques anciens froncent les sourcils, mais la plupart l'entourent, curieux de son travail à Marseille. Pierre, isolé, reste à l'écart, son influence brisée par sa propre intolérance. Antoine, à ses côtés, aide à servir la soupe populaire, ses gestes assurés. Le soir, sous le vieux chêne, où ils s'étaient parlé 1 an plus tôt, Julien sort une lettre de l'évêque, reçue avant son retour. « Votre amour, s'il est vrai, est une parabole vivante ?» Il la lit à Antoine, la voix tremblante. « Je veux construire quelque chose ici, avec toi, » dit-il. « Une vie, pas une fuite ?» Antoine hoche la tête, ému. Ensemble, alors, sous les yeux de tous. Le lendemain, à la messe,
Le nouveau prêtre invite Julien à lire une prière. Debout devant la nef, il parle d'espoir et de vérité. Sa voix ferme. Les fidèles, même les plus réticents, écoutent. À la sortie, un enfant tire la main d'Antoine, lui offrant un dessin. Julien sourit, sentant une chaleur nouvelle. Le village n'est pas unanime, mais il s'ouvre, lentement. Sous les cloches de Saint-Roch, Julien et Antoine marchent côte à côte. Ils savent que le chemin sera exigeant, que les regards jugeront encore. Mais dans leurs mains jointes, il y a une promesse. Vivre sans masque, aimer sans peur. Julien ouvre son journal une dernière fois et écrit « La vérité ne brûle pas, elle est claire. Nous sommes enfin libres. » Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent, des histoires qui vont vous émouvoir, vous inspirer et défier votre propre parcours. Chaque histoire compte et nous rapproche de celui que nous sommes appelés à devenir.